Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos histoires. L'arôme de la cannelle et du café flottait dans l'air matinal de notre petite cuisine à Amsterdam, tandis que j'observais Matteo préparer le petit déjeuner. Ses mouvements étaient précis, presque une danse, alors qu'il coupait des fruits frais et les disposait sur notre table en bois rustique. La lumière dorée du soleil filtrait à travers les rideaux de lin blanc, créant une atmosphère magique qui semblait tout droit sorti d'un film romantique. « Amore mio », murmura-t-il en italien, s'approchant de moi avec ce sourire qui faisait toujours battre mon cœur plus vite. Ses mains trouvèrent mon visage, ses doigts calleux, marqués par son travail de décorateur, caressant ma peau avec une tendresse qui me surprenait encore, même après 2 ans ensemble. « Bonjour, ma vie », répondis-je en portugais, notre mélange singulier de langues qui était devenu notre langage privé de l'amour. Matteo rit doucement. Ce son grave qui me faisait sentir que le monde entier nous appartenait. Il m'attira plus près, ses lèvres trouvant les miennes dans un baiser lent et profond. Je sentis ses mains glisser sur ma taille, me pressant contre son corps chaud. Le goût du café sur ses lèvres se mêlait à la douceur du matin, créant une combinaison qui nous était propre. « Je ne me lasserai jamais de ça », chuchota-t-il contre ma bouche, son souffle chaud contre ma peau. « De me réveiller chaque jour en sachant que tu es à moi. » Mon cœur se serra d'émotion. Comment tant d'amour pouvait-il exister dans un simple moment matinal? Comment 2 personnes venant de mondes si différents avaient-elles réussi à se rencontrer et à créer quelque chose d'aussi parfait? Mais je savais que notre histoire n'avait pas commencé ainsi, entre petits déjeuners romantiques et déclarations chuchotées. Notre parcours avait été bien plus complexe, rempli d'obstacles qui semblaient insurmontables. Tout avait commencé il y a 3 ans, lorsque ma vie prit un tournant totalement inattendu. Je m'appelle Daniel Cohen, et jusqu'à mes 25 ans, ma vie suivit exactement le scénario que mes parents avaient planifié pour moi. Je suis né dans une famille juive traditionnelle à Amsterdam, fils de Rachel et David Cohen, propriétaire d'une prospère bijouterie dans le centre historique de la ville. Mon enfance fut remplie de célébrations du Shabbat, de fêtes religieuses et de l'attente constante que je suivrais les traces de mon père dans l'entreprise familiale. J'ai obtenu un diplôme en administration à l'Université d'Amsterdam, avec mention, naturellement. Je travaillais dans la bijouterie depuis mes 18 ans, apprenant chaque aspect de l'entreprise qui, un jour, serait la mienne. Mes parents étaient fiers de moi, me présentant toujours aux amis de la synagogue comme « Notre Daniel, l'avenir de Bijoux Cohen ». Pendant des années, j'ai essayé de répondre à ces attentes. Je suis sorti avec quelques jeunes filles juives approuvées par ma mère, j'ai participé activement à la communauté, j'ai respecté les traditions. À l'extérieur, j'étais le fils parfait. À l'intérieur, j'avais l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que j'ai toujours su que j'étais différent. Depuis l'adolescence, je remarquais que mon cœur ne battait pas pour les filles de la même manière que celui de mes amis. Alors qu'ils soupiraient après des mannequins de magazines, je me surprenais à admirer d'autres garçons, ressentant une attirance qui me troublait et m'effrayait profondément. Pendant des années, j'ai réprimé ces sentiments. Je pensais que c'était une phase, quelque chose qui passerait lorsque je rencontrerais la bonne fille. Ma famille avait tant d'attentes, tant d'amour investi en moi, que l'idée de les décevoir était insupportable. C'est au cours de ma dernière année à l'université que j'ai rencontré Sarah Goldstein. Elle était tout ce que mes parents pouvaient désirer. Intelligente, belle, issue d'une bonne famille juive et visiblement intéressée par moi. Nous avons commencé à sortir ensemble et pendant un temps, je me suis convaincu que j'étais heureux. Sarah était une personne merveilleuse et je tenais sincèrement à elle. Mais il manquait quelque chose d'essentiel. Notre relation a duré 2 ans. 2 années durant lesquelles j'ai désespérément essayé de ressentir pour elle ce que je savais que je devais ressentir. Nous avons même parlé de mariage, ce qui a rendu mes parents euphoriques. Mais plus nous nous rapprochions de cet avenir parfait, plus je me sentais étouffé. La vérité, c'est que j'étais amoureux de quelqu'un d'autre. Et cette personne n'était pas une femme. C'était un après-midi pluvieux d'octobre lorsque ma vie changea à jamais. J'étais au musée Stedelijk, cherchant à échapper à la pression constante que je ressentais à la maison concernant mon avenir avec Sarah. L'art avait toujours été mon refuge secret,
un lieu où je pouvais être simplement moi-même, sans attente ni jugement. Je contemplais une œuvre de Mondrian lorsque j'entendis une voix avec un accent italien commenter les couleurs primaires utilisées par l'artiste. La voix était mélodieuse, passionnée. Elle parlait de l'art avec une intensité qui me captiva immédiatement. Je me tournai pour voir qui parlait avec tant de passion, et mon monde s'arrêta. Il était grand, avec des cheveux châtains ondulés qui tombaient négligemment sur son front. Ses yeux étaient d'un vert profond qui rappelait la mer lors d'une après-midi orageuse. Il portait une veste en cuir marron sur une chemise blanche simple, et il y avait quelque chose dans sa posture qui rayonnait de confiance et de créativité. Il expliquait l'œuvre à une petite fille, probablement sa nièce, avec des gestes expressifs et un sourire chaleureux qui illuminait tout son visage. « Les lignes ne sont pas seulement des lignes, Piccola, » disait-il, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Ce sont comme les rues d'une ville, reliant différentes parties de la vie. Et les couleurs, les couleurs sont les sentiments qui remplissent ces espaces. » J'étais hypnotisé, pas seulement par son apparence, mais par la manière dont il parlait de l'art, par sa patience avec l'enfant, par la passion sincère dans sa voix. Quelque chose en moi s'éveilla, une reconnaissance profonde que je n'avais jamais ressentie auparavant. Sans m'en rendre compte, je commençai à m'approcher, feignant de m'intéresser à l'œuvre à côté de celle qu'il commentait. Je voulais entendre davantage cette voix, comprendre plus de sa perspective artistique. « Vous appréciez aussi Mondrian ?» demanda-t-il soudain, se tournant vers moi avec un sourire curieux. Mon cœur s'emballa. De près, il était encore plus impressionnant. Il avait quelques taches de rousseur éparpillées sur le nez et une petite cicatrice sur le menton qui le rendait encore plus intéressant. « Oui », parvins-je à répondre, ma voix plus rauque que prévu. Mais je dois avouer que je n'avais jamais pensé aux lignes comme aux rues d'une ville. C'est une perspective fascinante. Son sourire s'élargit. « Sono Matteo », dit-il tendant la main. « Matteo Rossi. »« Daniel », répondis-je, prenant sa main. Le contact fut électrique, envoyant une vague d'émotion dans mon bras. « Daniel Cohen. »« Un plaisir, Daniel Cohen, » dit-il. Et la façon dont il prononça mon nom, avec cet accent italien doux, fit naître un frisson dans mon estomac. La nièce de Matteo tira sur sa veste, demandant à voir d'autres œuvres. Il s'excusa avec un sourire d'excuse, mais avant de s'éloigner, il hésita. « Daniel, vous aimeriez prendre un café avec moi après? Je peux vous montrer la ville à travers les yeux d'un artiste. » Mon premier instinct fut de refuser. J'avais Sarah, j'avais ma famille, j'avais une vie structurée qui n'incluait pas des cafés avec des hommes séduisants dans des galeries d'art. Mais quelque chose, dans la manière dont il me regardait, avec une intensité douce et une curiosité sincère, me fit hocher la tête avant que ma raison ne puisse intervenir. « J'adorerais, » dis-je, et les mots sortirent avec une sincérité qui me surprit. Nous nous retrouvâmes 2 heures plus tard dans un petit café près du Vondelpark. Matteo avait troqué sa veste en cuir pour un pull en laine gris qui mettait en valeur ses yeux verts. Lorsqu'il me vit arriver, son visage s'illumina d'un sourire sincère qui fit à nouveau battre mon cœur plus vite. « Ponctuel, » dit-il, se levant pour me saluer. « J'aime ça chez une personne. » Nous passâmes les 3 heures suivantes à parler de tout et de rien. J'appris que Matteo avait déménagé de Palerme à Amsterdam 5 ans plus tôt pour travailler comme décorateur d'intérieur. Il avait un petit atelier charmant dans le Jordan où il créait des espaces uniques pour des clients qui appréciaient l'art et l'originalité. « Et vous, Daniel ?» demanda-t-il, posant son menton sur sa main tout en m'observant avec attention. « Qu'est-ce qui fait battre votre cœur plus fort ?» La question me prit au dépourvu. Personne ne m'avait jamais posé cette question auparavant. Toutes les conversations de ma vie tournaient autour de ce que je devais faire, de ce qu'on attendait de moi, jamais de ce qui me faisait vraiment vibrer. « Je travaille dans la bijouterie de ma famille, » commençai-je, hésitant. « Mais si je devais choisir, je dirais l'architecture. J'ai toujours rêvé de créer des espaces qui racontent des histoires. » Matteo se pencha en avant, ses yeux brillants d'intérêt. L'architecture et la décoration sont sœurs, vous savez. L'une crée le squelette, l'autre donne une âme aux espaces. Perché non fait che lo che ami, pourquoi ne faites-vous pas ce que vous aimez? La question résonna dans mon esprit longtemps après que nous nous fûmes séparés ce soir-là. Pourquoi ne faisais-je pas vraiment ce que j'aimais?
Quand avais-je cessé de rêver à mes propres désirs? Matteo m'accompagna jusqu'à la gare, et lorsqu'il fut temps de nous dire au revoir, il y eut un moment d'hésitation. Nous nous regardâmes, une tension électrique dans l'air entre nous. « Daniel, dit-il doucement, faisant un pas plus près. Puis-je vous revoir ?» Je savais que je devais dire non. Je savais que je jouais avec le feu, qu'il se passait quelque chose entre nous qui allait bien au-delà d'une simple amitié. Mais lorsque je plongeai dans ses yeux verts, toute logique s'évanouit. « Oui, murmurai-je, j'aimerais beaucoup. » Il sourit, ce sourire chaleureux qui devenait déjà ma drogue préférée, et se pencha vers moi. Pendant un moment terrifiant et merveilleux, je pensais qu'il allait m'embrasser là, sur le quai de la gare. Au lieu de cela, il embrassa ma joue, un geste doux qui laissa ma peau picoter. « Bonne notte, Daniel Cohen », murmura-t-il avant de s'éloigner. Je passais tout le trajet en train, jusqu'à la maison, à toucher l'endroit où ses lèvres avaient effleuré ma peau, mon cœur battant à tout rompre. Quelque chose de fondamental avait changé cet après-midi-là, quelque chose que je ne pouvais nommer, mais que je ressentais dans chaque cellule de mon corps. Les jours suivants furent une douce torture. Matteo et moi commençâmes à nous voir régulièrement, toujours sous le prétexte de l'amitié. Il me montrait Amsterdam à travers ses yeux d'artiste, m'emmenant dans des petites galeries cachées, des cafés chaleureux et des coins de la ville que je n'avais jamais remarqués malgré le fait d'y être né. Avec Sarah, j'essayais de sauver les apparences, mais j'avais l'impression de jouer un rôle. Chaque baiser, chaque caresse semblait forcée comparée à la spontanéité que je ressentais en présence de Matteo. « Tu es différent », commenta Sarah un soir, alors que nous dînions dans le restaurant cacheur préféré de mes parents. « Distant, tout va bien ? Comment pouvais-je expliquer que je découvrais des aspects de moi-même que j'avais réprimés pendant des années? Comment pouvais-je dire que chaque moment loin de Matteo semblait une éternité? Juste fatigué par le travail, mentis-je, prenant sa main sur la table. Le mensonge laissa un goût amer dans ma bouche. Le tournant arriva 3 semaines après avoir rencontré Matteo. Nous étions dans son atelier, où il m'avait invité à voir ses projets les plus récents. L'espace était exactement comme je l'avais imaginé, rempli de lumière naturelle, avec des plantes suspendues, des tissus colorés et une énergie créative palpable. « Voici ma dernière création », dit-il, me montrant des photos d'un appartement qu'il avait décoré. Les clients voulaient quelque chose qui reflète à la fois l'élégance et la chaleur. Alors qu'il expliquait ses choix de design, je me retrouvais plus fasciné par le décorateur que par la décoration. La façon dont ses yeux s'illuminaient quand il parlait de son travail, ses gestes passionnés, la manière dont il mordillait légèrement sa lèvre inférieure lorsqu'il se concentrait. « Daniel ?» dit-il doucement, et je réalisais qu'il avait cessé de parler. « Vous m'écoutez ?» « Désolé, commençai-je, mais les mots moururent dans ma gorge lorsque je remarquai à quel point nous étions proches. Matteo s'était approché, ses yeux verts m'étudiant avec une intensité qui fit se contracter mon estomac. « Que se passe-t-il entre nous ?» demanda-t-il à voix basse, sa main se levant hésitante vers mon visage. C'était la question que j'avais évitée pendant des semaines. La réponse flottait entre nous comme une confession non dite. « Matteo, murmurai-je, ma voix tremblante. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. » Ses doigts touchèrent enfin ma joue. Un contact léger comme une plume qui envoya des ondes d'émotion à travers mon corps. « Neio » chuchota-t-il en retour. Moi non plus. Le temps sembla s'arrêter. Nous étions si proches que je pouvais sentir son souffle sur mon visage, voir les petites rides autour de ses yeux, compter chacune de ses taches de rousseur. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Lentement, très lentement, il se pencha vers moi. J'eus mis l'occasion de m'éloigner, d'arrêter ce qui allait se produire. Mais je ne pouvais pas. Je ne voulais pas. Lorsque nos lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme si le monde entier prenait sens pour la première fois de ma vie. Le baiser fut doux, hésitant au début, puis plus profond, lorsque nous réalisâmes que nous le désirions tous deux avec la même intensité. Je sentis ses mains dans mes cheveux, mes bras s'enroulant autour de sa taille, l'attirant plus près. Le goût du café et de la menthe sur ses lèvres, l'arôme de son eau de Cologne mêlée de peinture et de créativité, la sensation d'être enfin là où je devais être. Lorsque nous nous séparâmes, nous étions tous deux essoufflés. Matteo posa son front contre le mien, ses yeux fermés, un doux sourire jouant sur ses lèvres. « Ecco la verità »
chuchota-t-il. Voilà la vérité. Et c'était la vérité. Dans ce baiser, je trouvais la réponse à toutes les questions que j'avais évitées pendant des années. Je compris enfin pourquoi aucune relation précédente n'avait fonctionné, pourquoi je me sentais toujours comme si je jouais le rôle de quelqu'un d'autre. Mais avec cette révélation libératrice vint une vague de panique. Qu'est-ce que cela signifiait pour ma vie? Pour ma famille? Pour Sarah? Matteo, dis-je, reculant d'un pas. Je dois y aller. La confusion dans ses yeux me brisa le cœur, mais je ne pouvais pas tout traiter de ce qui venait de se passer. J'avais besoin de temps, d'espace pour comprendre ce que ce baiser signifiait pour mon avenir. « Daniel, attends !» appela-t-il alors que je me dirigeais vers la porte, mais je fuyais déjà, comme un lâche. Je passais les 3 jours suivants à éviter ses appels et messages, plongé dans une crise existentielle qui menaçait de détruire tout ce que je pensais savoir de moi-même. La conversation qui changea tout eut lieu lors du dîner de Shabbat chez mes parents, une semaine après le baiser dans l'atelier de Matteo. Sarah était présente, comme toujours, aidant ma mère en cuisine et discutant avec animation des préparatifs d'un mariage qui n'avait pas encore été officiellement annoncé. J'observais la scène de loin, ma famille accueillant Sarah comme si elle était déjà ma femme, faisant des projets pour un avenir que je savais ne jamais se réaliser. Le poids des attentes et des mensonges que je vivais devint insupportable. « Ah, Daniel, mon chéri, » dit ma mère, s'approchant avec un sourire éclatant. « Sarah me parlait de cette magnifique synagogue où vous pourriez vous marier. Quand comptez-vous officialiser vos fiançailles ?» La question resta suspendue dans l'air comme une sentence. Tous les regards se tournèrent vers moi. Mes parents pleins d'attente, Sarah pleine d'espoir, même mon petit frère qui avait arrêté de regarder son téléphone pour prêter attention. « Maman, commençai-je, ma voix plus ferme que je ne l'espérais. J'ai besoin de parler avec vous tous. » Sarah fronça les sourcils, percevant quelque chose de différent dans mon ton. Mon père posa le journal qu'il lisait, ses yeux intelligents m'étudiant avec attention. « Bien sûr, mon fils. Que se passe-t-il » Je pris une profonde inspiration, rassemblant tout le courage que je pouvais trouver. Je savais que les mots suivants changeraient tout, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière après cela. « Je ne peux pas épouser Sarah, » dis-je, la regardant directement. Pas parce qu'elle n'est pas merveilleuse, car elle l'est, mais parce que je suis gai. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sarah devint pâle comme un fantôme, sa main volant pour couvrir sa bouche. Ma mère s'agrippa au dossier de la chaise, comme si elle avait besoin d'un soutien physique. Mon père resta immobile, assimilant les mots. « Daniel, » murmura Sarah, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « Que dis-tu » ? « Je dis la vérité que j'aurais dû dire il y a longtemps, » répondis-je, ma voix tremblante mais déterminée. « Je suis amoureux de quelqu'un, d'un homme, et je ne peux plus prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. » Ma mère s'assit lourdement sur la chaise la plus proche. « C'est une phase, Daniel, tu es confus. »« Ah, ce n'est pas une phase, maman. J'ai essayé d'être le fils que vous vouliez. J'ai essayé de suivre le chemin que vous aviez tracé pour moi. Mais je ne peux plus vivre un mensonge. » Mon père parla enfin, sa voix basse et contrôlée. « Et Sarah? Et notre famille? Et la tradition ?» Je regardais Sarah, qui pleurait maintenant en silence. Je m'approchais d'elle, prenant ses mains dans les miennes. « Sarah, pardonne-moi. Tu mérites quelqu'un qui t'aime complètement, de la manière dont tu mérites d'être aimé. Je me suis toujours soucié de toi, mais pas de la bonne manière. » Elle hocha la tête à travers ses larmes, et je pouvais voir qu'au fond, elle l'avait déjà soupçonné. Elle avait toujours été une femme intelligente et sensible. « Qui est-il » demanda ma mère, sa voix faible et brisée. « Il s'appelle Matteo Rossi. C'est un décorateur italien et... » Ma voix s'adoucit involontairement, et il me fait sentir que je peux être vraiment moi-même pour la première fois de ma vie. Les heures suivantes furent une montagne russe émotionnelle. Il y eut des larmes, des disputes, des moments de silence tendu. Mes parents luttaient entre l'amour inconditionnel qu'ils ressentaient pour moi et les attentes qu'ils avaient construites pendant des décennies. Sarah, avec une dignité qui me fit l'admirer encore plus, se retira avec élégance, me souhaitant un bonheur sincère malgré la douleur évidente qu'elle ressentait. Lorsque la maison retrouva enfin le silence, seuls mes parents et moi restâmes dans la salle à manger, entourés des débris d'une vie qui avait changé à jamais en une seule soirée. Daniel, dit enfin mon père, sa voix fatiguée, es-tu sûr de ça?
Je le suis, papa. Pour la première fois de ma vie, je suis absolument sûr de quelque chose. Il hocha lentement la tête. Alors, nous voulons rencontrer ce Matteo. S'il est important pour toi, il l'est aussi pour nous. C'est à ce moment-là que je réalisais que, malgré toute la douleur et la confusion, ma famille m'aimait vraiment. Et que peut-être, juste peut-être, l'amour était vraiment plus fort que n'importe quelle tradition ou attente. Ce soir-là, j'appelais Matteo. Il répondit à la première sonnerie comme s'il attendait mon appel. « Daniel » dit-il, sa voix prudente mais pleine d'espoir. « Matteo » dis-je, sentant des larmes de soulagement brûler mes yeux. « J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de tout te raconter. » Nous nous retrouvâmes dans notre galerie d'art, l'endroit où tout avait commencé. Sous la lumière douce du début de soirée, je lui racontais la conversation avec ma famille, les larmes et les révélations, la peur et la libération que j'avais ressenties en étant enfin honnête sur qui j'étais. Matteo m'écouta en silence, ses yeux verts ne quittant jamais les miens. Quand j'eus fini, il s'approcha et m'enlaça, une étreinte qui semblait contenir toutes les paroles qui n'avaient pas besoin d'être dites. « Sono orgoglioso di te » murmura-t-il à mon oreille. « Je suis fier de toi. » Et là, dans cette étreinte, je sus que j'avais pris la bonne décision. Pour la première fois de ma vie, je vivais ma propre vérité et il n'y avait pas de sensation plus libératrice au monde. Si vous appréciez cette histoire d'amour et de découverte, laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus ému jusqu'à présent. Votre participation est très importante pour moi et j'ai hâte de vous raconter comment Daniel et Matteo affronteront les défis à venir. Continuez à suivre pour découvrir comment les familles Cohen et Rossi réagiront à leur relation et comment notre couple luttera pour construire un amour qui transcende toutes les barrières culturelles et sociales. 3 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais révélé ma vérité à ma famille et l'adaptation n'était facile pour personne. Ma mère, Raquel, oscillait entre des moments d'acceptation sincère et des périodes de mélancolie silencieuse où je la surprenais à regarder de vieilles photos de moi avec Sarah. Mon père, David, avait adopté une approche plus pragmatique, traitant ma relation avec Matteo comme n'importe quel autre aspect de la vie qu'il fallait comprendre et organiser. « Daniel » dit-il un matin au bureau de la bijouterie, ajustant ses lunettes tout en examinant une nouvelle collection de bagues. Ta mère insiste pour qu'on invite Matteo au dîner de vendredi. Elle veut le rencontrer correctement. Je sentis mon estomac se nouer. Autant je souhaitais que ma famille accepte Matteo, l'idée de l'amener dans l'ambiance formelle du Shabbat m'effrayait. Je connaissais assez mes parents pour savoir que, malgré leurs bonnes intentions, ils ne pourraient pas cacher complètement leur confusion et leur inconfort. « Papa, je ne sais pas si c'est une bonne idée pour l'instant. Peut-être que c'est trop tôt. » David me regarda par-dessus ses lunettes avec cette expression que je connaissais depuis l'enfance, celle qu'il utilisait quand il s'apprêtait à donner un conseil important. « Mon fils, si cet homme est vraiment spécial pour toi, alors il fait maintenant partie de notre famille. Et une famille se rencontre correctement, pas à travers des conversations rapides à la porte de la maison. » Il avait raison, comme toujours. Cet après-midi-là, j'appelais Matteo, qui travaillait sur un projet pour un hôtel-boutique au centre-ville. « Amore » dit-il, sa voix distraite, probablement concentrée sur un détail de design. « Comment s'est passée ta journée? Matteo, j'ai besoin de te faire une invitation. Et aussi un avertissement. » Riant doucement, il dit. « Ça a l'air sérieux. Dis-moi, mes parents veulent t'inviter au dîner de Shabbat vendredi. C'est important pour eux. Une manière de mieux te connaître. Mais je dois te prévenir, ça risque d'être intense. Ma famille a ses traditions, et ils s'adaptent encore à tout ça. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne, et je pouvais presque entendre Matteo réfléchir. « Daniel, si c'est important pour ta famille, c'est important pour moi. Et puis, sa voix s'adoucit, je veux qu'ils voient à quel point je t'aime. » Mon cœur se réchauffa à ces mots. Même après des mois ensemble, j'étais encore surpris par la facilité avec laquelle il exprimait ses sentiments. « Ah, tu es sûr? Ma mère posera 1000 questions. Mon père voudra savoir tout de tes projets de vie, et il y aura probablement des moments gênants. Tesoro mio, dit-il, utilisant le surnom affectueux qui me faisait toujours sourire. J'ai déjà affronté des clients siciliens mécontents de la décoration de leur restaurant. Je pense que je peux gérer tes parents juifs. » La semaine précédant le dîner fut une comédie de nervosité des deux côtés. Ma mère nettoya la maison 3 fois,
réorganisa la table à manger 2 fois et m'appela tous les jours avec des questions sur les préférences alimentaires de Matteo. Il mange de la viande, Daniel? Puis-je faire le brisket de grand-mère Ruth? Et s'il est végétarien? Mon Dieu! Et s'il a des allergies? Maman, il est italien. Ils ont pratiquement inventé la bonne cuisine. Il aimera tout ce que tu feras. Matteo, de son côté, était tout aussi nerveux, bien qu'il essayât de le cacher. Il passa la semaine à rechercher les traditions juives sur Internet et me bombarda de questions sur l'étiquette religieuse. Daniel, dois-je porter une kippa? Dois-je apporter du vin? Y a-t-il une prière spécifique que je dois connaître? Et si je dis quelque chose d'inapproprié? C'était touchant de voir à quel point il tenait à faire bonne impression. Le jeudi soir, il arriva à mon appartement avec 3 tenues différentes, me demandant mon avis sur laquelle serait la plus appropriée. La chemise bleu clair avec le pantalon gris élégant, suggérai-je, le regardant essayer les combinaisons. Tu es magnifique en bleu, ça fait ressortir tes yeux. Il s'approcha de moi, ajustant ma cravate avec soin. Nous étions tous deux plus apprêtés que d'habitude, et il y avait quelque chose de profondément intime dans ce moment de préparation partagée. Nerveux? Demanda-t-il, ses mains reposant sur ma poitrine. Terrifié, admis-je, couvrant ses mains des miennes. Et toi? Terrifié, rit-il, posant son front contre le mien. Mais aussi excité. Je veux vraiment qu'il m'aime, Daniel. Pas pour moi, mais pour toi, parce que je sais à quel point ta famille compte pour toi. Je l'embrassai doucement, un baiser qui cherchait à transmettre toute la gratitude que je ressentais d'avoir quelqu'un qui me comprenait si profondément. Ils vont t'adorer, murmurai-je contre ses lèvres. Impossible de ne pas t'adorer. Le vendredi arriva avec une pluie fine qui rendait Amsterdam encore plus chaleureuse. Matteo et moi arrivâmes chez mes parents à 7 heures précises, lui portant un bouquet de fleurs pour ma mère et une bouteille de vin cacheur qu'il avait soigneusement choisi. Ma mère ouvrit la porte dans sa plus belle robe, celle bleu marine qu'elle réservait pour les occasions spéciales, et un sourire qui, bien qu'un peu forcé, était sincèrement chaleureux. « Matteo, » dit-elle, acceptant les fleurs avec une expression émue. « Comme elles sont belles, et quelle gentillesse de votre part. »« Signora Cohen, » répondit Matteo, son éducation italienne en pleine démonstration, « c'est un honneur d'être dans votre maison. Daniel m'a tellement parlé de vous. » Je vis ma mère fondre légèrement sous le charme naturel de Matteo. Il avait cette capacité à faire sentir aux gens qu'ils étaient spéciaux et importants, une qualité qui m'avait conquis dès notre première rencontre. Mon père apparut dans le salon, impeccable dans son costume de Shabbat, et tendit la main à Matteo avec une formalité respectueuse. « Matteo, bienvenue chez nous. Daniel nous a dit que vous travaillez dans la décoration. »« Oui, monsieur. Design d'intérieur. Je travaille principalement avec des résidences et quelques établissements commerciaux ici à Amsterdam. »« Intéressant. Et comment vous êtes-vous rencontrés? » Matteo me lança un rapide regard avant de répondre, et je pouvais voir la prudence dans son expression. Nous nous sommes rencontrés dans une galerie d'art. Nous admirions tous deux une œuvre de Mondrian, et nous avons commencé à parler d'art. Daniel a un œil très sophistiqué pour le design. C'était une version édulcorée de la vérité, mais elle capturait l'essence de notre rencontre sans sembler trop romantique pour mes parents encore en phase d'adaptation. Le dîner commença par les prières traditionnelles. Matteo observa respectueusement, les mains croisées sur les genoux, visiblement touché par la solennité du moment. Lorsque mon père prononça la bénédiction sur le vin, Matteo murmura un « Amen » discret, qui fit sourire ma mère sincèrement pour la première fois de la soirée. La nourriture était spectaculaire, comme toujours. Ma mère s'était surpassée. Pancetta frais, soupe de boulettes de mazzo, brisquette fondant dans la bouche, et une variété d'accompagnements qui transformaient notre table en un festin. « Signora Cohen, » dit Matteo après avoir goûté la soupe, « c'est la soupe la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. Ma nonna italienne serait jalouse. » Ma mère rayonna littéralement sous le compliment. C'est une recette familiale qui se transmet depuis des générations. Peut-être pourrais-je vous l'apprendre un jour. C'est à ce moment que je réalisais que les barrières commençaient à tomber. Matteo avait une manière naturelle de se connecter avec les gens, et même mes parents, avec toutes leurs réserves et inquiétudes, ne pouvaient résister à son authenticité. Au fil de la soirée, la conversation devint plus fluide.
Matteo parla de sa famille à Palerme, de sa décision de déménager à Amsterdam, de sa passion pour transformer les espaces en foyers chaleureux. « Et votre famille, Matteo » demanda ma mère, servant une seconde portion de brisquette. « Sont-ils au courant de vous deux » C'était la question que je redoutais, mais Matteo y répondit avec une honnêteté qui me fit l'admirer encore plus. « Oui, signora, je leur ai dit le mois dernier. Ça a été difficile. Ma famille est très traditionnelle, catholique sicilienne, mais ils veulent mon bonheur et Daniel me rend immensément heureux. » Mon père se pencha en avant, visiblement intéressé. « Et comment ont-ils réagi ?» Ma mère a pleuré. Mon père est resté silencieux pendant une semaine entière. Mais ensuite, ma mère a appelé et m'a dit qu'elle voulait rencontrer Daniel. Elle a dit que toute personne capable de faire sourire son fils comme elle le voyait sur mes photos méritait d'être accueillie dans la famille. Je sentis des larmes me piquer les yeux. Matteo ne m'avait jamais parlé de cette conversation avec sa mère, et savoir qu'elle avait été si réceptive me toucha profondément. « Elle semble être une femme sage », dit doucement ma mère, et je vis quelque chose changer dans son expression. Peut-être pourrons-nous la rencontrer un jour. Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère beaucoup plus détendue. Matteo aida à débarrasser la table, insistant malgré les protestations de ma mère, et fit même rire mon père avec des histoires sur des clients excentriques et leurs demandes de décoration impossibles. Lorsqu'il fut temps de partir, ma mère serra Matteo dans ses bras chaleureusement. « Merci de prendre si bien soin de notre Daniel », murmura-t-elle à son oreille, mais assez fort pour que je l'entende. « Je peux voir dans ses yeux que vous le rendez heureux. » Matteo s'écarta, les yeux brillants d'émotion. « Signora Cohen, c'est un privilège d'aimer votre fils. C'est un homme extraordinaire. » Sur le chemin du retour, nous marchâmes main dans la main dans les rues humides d'Amsterdam, chacun digérant l'importance de la soirée qui venait de s'écouler. « C'était mieux que ce que j'imaginais, » admis-je, serrant sa main. « Tu as été parfait. Ta famille est merveilleuse, Daniel. Je vois d'où tu tiens ta bonté et ton cœur généreux. » Nous nous arrêtâmes sous un réverbère, la lumière douce créant un cercle doré autour de nous. Matteo m'attira plus près, ses mains trouvant mon visage. « Ti amo, Daniel Cohen », dit-il, ces mots formant de petites volutes dans l'air frais de la nuit. « Et maintenant, ta famille sait à quel point. Elle... »« Je t'aime aussi, Matteo Rossi », répondis-je, avant de l'embrasser là, dans la rue, sans me soucier de qui pourrait nous voir. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle dynamique à notre vie. Mes parents, de plus en plus à l'aise avec notre relation, commencèrent à inclure Matteo dans davantage d'occasions familiales. Il devint une présence régulière au dîner du vendredi, et ma mère avait même commencé à préparer des plats italiens spéciaux pour lui. Mais tout n'était pas rose. La communauté juive dont nous faisions partie était petite et soudée, et les nouvelles circulaient vite. Certains membres plus conservateurs de la synagogue commencèrent à faire des commentaires, à lancer des regards désapprobateurs, à murmurer lorsque mes parents passaient. Un après-midi, je trouvais ma mère pleurant silencieusement dans la cuisine, une lettre de la communauté à la main. « Maman, que s'est-il passé ?» Elle me montra la lettre, une invitation formelle à une « conversation » avec les dirigeants de la synagogue au sujet de questions familiales affectant la communauté. Ils veulent nous questionner à ton sujet à propos de Matteo. Anna Goldstein a dit que certaines personnes sont mal à l'aise. Je sentis une colère froide monter en moi. Maman, tu n'as pas à aller à cette réunion. Nous ne devons d'explications à personne sur notre vie familiale. Mais Daniel, cette communauté est notre vie depuis 40 ans. Tes grands-parents étaient parmi les fondateurs de cette synagogue. Comment puis-je simplement leur tourner le dos ? C'était une situation impossible. Ma famille était coincée entre l'amour qu'ils ressentaient pour moi et la pression d'une communauté qui avait été essentielle à leur vie pendant des décennies. Ce soir-là, je parlais de la situation avec Matteo. Nous étions dans son appartement, moi allongé avec la tête sur ses genoux, tandis qu'il passait ses doigts dans mes cheveux. Un geste qui me calmait toujours. « Peut-être que je devrais prendre un peu de distance », dit-il pensivement. « Je ne veux pas être la cause de problèmes pour ta famille. » Je me redressai brusquement, le regardant avec incrédulité. « Matteo, non, tu n'es pas le problème. Le problème, ce sont les gens qui ne peuvent pas accepter l'amour sous toutes ses formes. Mais Daniel, si ma présence cause de la douleur aux personnes que tu aimes, la seule douleur réelle serait de te perdre, » l'interrompis-je, prenant ses mains. «
Je ne laisserai pas les préjugés des autres détruire la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Il sourit, ce sourire doux qui me faisait sentir que tout irait bien au final. Alors nous affronterons cela ensemble, dit-il, portant mes mains à ses lèvres et embrassant mes doigts délicatement. La réunion à la synagogue eut lieu un mardi soir. Contre mes conseils, mes parents décidèrent d'y assister et j'insistai pour les accompagner. Matteo voulait venir aussi, mais je le convainquis que sa présence ne ferait que compliquer les choses. La salle de réunion était tendue lorsque nous arrivâmes. Une quinzaine de membres de la communauté étaient présents, y compris le rabbin Goldstein et sa femme Hannah, qui s'était montrée particulièrement virulente dans sa désapprobation. David, Rachel, commença le rabbin avec sa voix solennelle. Merci d'être venu. Comme vous le savez, certaines préoccupations ont été soulevées concernant la situation de Daniel. Quelle situation? Demanda mon père, sa voix calme mais avec une pointe de défi que je reconnaissais des discussions d'affaires difficiles. Hannah Goldstein se pencha en avant, son expression rigide de désapprobation. David, nous savons tous pour le style de vie que Daniel a choisi, et pour cet homme italien avec qui il vit dans le péché. Je sentis le sang bouillir dans mes veines. Madame Goldstein, avec tout le respect, ma vie personnelle ne regarde pas cette communauté. Quand vous êtes membre de notre congrégation, quand vos parents sont des piliers de cette communauté, vos actions se répercutent sur nous tous, rétorqua-t-elle. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Ma mère, qui était restée silencieuse jusqu'alors, se leva lentement. « Hannah, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « As-tu des enfants? »« Oui, bien sûr, 3 enfants. Et tu les aimes? »« Quelle question, Rachel? Bien sûr que je les aime. »« Alors tu comprends, poursuivit ma mère, sa voix gagnant en force, que l'amour d'une mère pour son enfant est inconditionnel. Daniel est mon fils. C'est un homme bon, travailleur, gentil, qui a trouvé quelqu'un qui le rend heureux. Si tu penses que je vais lui tourner le dos à cause de jugements et de préjugés, c'est que tu ne me connais pas. » Un murmure traversa la salle. Je n'avais jamais vu ma mère aussi forte, aussi déterminée. Mon père se leva à ses côtés. « Rachel a raison. Daniel est notre fils, et Matteo est le bienvenu dans notre famille. Si cette communauté ne peut pas l'accepter, peut-être est-il temps de nous demander si nous y avons encore notre place. » Le rabbin leva la main, demandant le silence. « David, Rachel, personne ne vous demande de rejeter Daniel, mais nous devons considérer les valeurs traditionnelles de notre foi. »« Rabbin, l'interrompis-je, me levant à mon tour. Avec tout le respect pour les enseignements de la Torah, j'ai aussi appris que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. J'ai appris la compassion, l'acceptation et l'importance de la famille. Matteo et moi voulons construire une famille basée sur ces valeurs. Si cela n'est pas assez juif pour cette communauté, alors peut-être que le problème n'est pas de notre côté. » Le silence qui suivit fut lourd. Certains membres semblaient mal à l'aise, d'autres clairement irrités. Mais je vis aussi des visages pensifs, des personnes qui peut-être remettaient en question leurs propres attitudes. La grand-mère de Sarah, Madame Rosen, qui devait avoir environ 80 ans, se leva lentement. « Quand j'étais jeune en Pologne, dit-elle de sa voix frêle mais claire, j'ai vu ce qui arrive lorsque des communautés rejettent les leurs parce qu'ils sont différents. J'ai vu des familles détruites par la haine et les préjugés. Daniel est un bon garçon, il l'a toujours été. S'il a trouvé l'amour, qui sommes-nous pour le juger? » Ces mots eurent un impact profond dans la salle. C'était une femme respectée, une survivante, quelqu'un dont l'opinion avait du poids. La réunion se termina sans résolution claire, mais quelque chose avait changé. Quelques personnes s'approchèrent de nous ensuite, offrant des mots de soutien discrets. D'autres partirent sans rien dire, visiblement mal à l'aise. Sur le chemin du retour, nous marchâmes en silence pendant les 3 premiers pâtés de maison. Enfin, ma mère parla. « Daniel, j'espère que tu sais que ce que j'ai dit était vrai. Tu es mon fils, et je t'aime exactement tel que tu es. »« Je le sais, maman, et merci de m'avoir défendu là-dedans. Vous avez été incroyables tous les deux. » Mon père passa son bras autour de mes épaules. « Une famille se protège, Daniel. C'est ainsi que ça a toujours été chez nous. » Quand nous arrivâmes à la maison, Matteo attendait dans le salon, visiblement anxieux de nouvelles. Ses yeux s'illuminèrent en nous voyant entrer, mais il détecta rapidement la tension dans l'air. « Come è andata ? Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il prudemment.
Nous lui racontâmes la réunion, les paroles dures et les moments de soutien inattendus. Quand nous eûmes fini, il resta silencieux un long moment. « Mi dispiace », dit-il enfin. « Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu causer de problèmes à ta famille. »« Matteo », dit ma mère, surprenant tout le monde en utilisant son nom avec tendresse, « tu n'as pas causé de problème. Tu as apporté de la joie à mon fils. Les problèmes viennent des gens qui ne peuvent pas accepter le changement. » Elle s'approcha de lui et, à ma grande surprise, l'enlaça. « Bienvenue dans la famille Cohen », murmura-t-elle. « Officiellement. » Je vis des larmes dans les yeux de Matteo, et je sentis mon propre cœur déborder d'émotion. Après des mois d'incertitude et d'adaptation, nous avions enfin l'impression d'appartenir tous au même endroit. Ce soir-là, Matteo et moi discutâmes jusqu'à tard de notre avenir. Pour la première fois, nous commençâmes à faire des projets concrets. Peut-être déménager dans un appartement plus grand ensemble, peut-être que je poursuivrai enfin mon rêve d'étudier l'architecture, peut-être même parler d'adoption à l'avenir. « Daniel, » dit-il, allongé à mes côtés dans l'obscurité chaleureuse de la chambre, « penses-tu que ta famille serait heureuse si nous demandions à rencontrer mes parents ?» La question me surprit, mais d'une manière merveilleuse. « Tu veux que nos familles se rencontrent ?»« Je veux. Je pense qu'ils s'entendraient bien. Ta mère et la mienne ont beaucoup en commun. Ce sont toutes deux des mères protectrices qui veulent voir leurs enfants heureux. » Je souris dans l'obscurité, imaginant ma mère essayant de communiquer avec la signora Rossi dans un italien maladroit ou peut-être découvrant qu'elles avaient plus en commun que leurs différences culturelles. Ce serait incroyable, admis-je. Deux familles devenant une seule. « Esatto », approuva-t-il, m'attirant plus près. « Une grande famille qui s'étend d'Amsterdam à Palerme. » Je m'endormis cette nuit-là avec une sensation de paix que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Pour la première fois depuis que j'avais rencontré Matteo, je sentais que toutes les pièces de ma vie s'assemblaient. Ce ne serait pas facile. Il y avait encore des défis à venir, des gens à convaincre, des traditions à naviguer. Mais nous avions l'amour, nous avions la famille, et nous avions l'un l'autre. Et cela, réalisai-je en sombrant dans le sommeil avec Matteo respirant doucement à mes côtés, était plus que suffisant pour affronter n'importe quelle tempête à venir. Le voyage de Daniel et Matteo s'approfondit, et les familles commencent à se réunir de manière inattendue. Qu'avez-vous pensé du courage de Raquel à défendre son fils et de la réaction émouvante de Madame Rosen à la synagogue? Laissez vos commentaires sur les moments qui vous ont le plus ému dans cette deuxième partie. J'ai hâte de partager avec vous la grande finale de cette histoire d'amour, où nous découvrirons comment les traditions peuvent évoluer et comment le véritable amour trouve toujours un chemin. Continuez à suivre pour la conclusion émouvante de cette saga familiale qui promet des surprises et beaucoup de romantisme. 6 mois après la réunion à la synagogue, notre vie avait trouvé un nouveau rythme harmonieux. Matteo et moi avions emménagé dans un appartement plus grand dans le Jordan. Un espace lumineux avec de grandes fenêtres et des murs hauts qu'il décora avec son style artistique unique. Ma mère nous rendait régulièrement visite, toujours avec de la nourriture supplémentaire, pour s'assurer que vous mangez bien. Et mon père avait commencé à consulter Matteo sur des questions de design pour rénover la bijouterie. Mais l'événement qui me rendait à la fois anxieux et excité approchait. Les parents de Matteo viendraient de Palerme pour nous rendre visite et nous avions prévu un grand dîner où les deux familles se rencontreraient officiellement. « Amore », dit Matteo un matin, préparant le café avec cette précision italienne que j'aimais observer, « ma maman a appelé hier soir. Elle est nerveuse à l'idée de rencontrer tes parents. »« Nerveuse ?» demandai-je, l'enlaçant par derrière et posant mon menton sur son épaule. « Ta mère semble être une force de la nature d'après les histoires que tu racontes. »« C'est exactement pour ça, » rit-il, se tournant dans mes bras. « Elle a peur d'être trop italienne. Tu sais, parler fort, gesticuler trop, pleurer à la moindre émotion. »« Matteo, ma mère a passé 3 heures hier à réorganiser les meubles du salon pour la 5e fois cette semaine. Et mon père a acheté un dictionnaire d'italien de base. Tout le monde est nerveux et c'est tout à fait normal. » En vérité, j'étais nerveux moi aussi. Rencontrer les parents de Matteo par vidéoconférence était une chose, mais les avoir ici, dans notre espace, rendait notre relation encore plus réelle et officielle. Giuseppe et Maria Rossi arrivèrent un jeudi ensoleillé de printemps.
J'accompagnais Matteo pour les chercher à l'aéroport et leurs retrouvailles furent émouvantes à voir. Maria Rossi était exactement comme je l'avais imaginé. Une petite femme imposante, avec des cheveux gris impeccablement coiffés et des yeux verts identiques à ceux de son fils. Giuseppe était plus grand, avec une moustache blanche bien entretenue et une posture qui rayonnait de la dignité de quelqu'un qui avait travaillé de ses mains toute sa vie. « Daniel !» s'exclama Maria lorsque Matteo nous présenta, m'enlaçant comme si elle me connaissait depuis des années. « Enfin, mon Matteo ne parle que de toi !» Son anglais était marqué d'un fort accent, mais fluide et chaleureux. Elle me tint par les épaules, m'étudiant avec ce regard maternel que je reconnaissais chez ma propre mère. « Tu prends bien soin de mon ragazzo ?» demanda-t-elle, sérieuse un instant. « De tout mon cœur, signora Rossi, » répondis-je, et je vis ses yeux se remplir de larmes. « Brava, bon garçon, » dit-elle, m'enlaçant à nouveau. Giuseppe fut plus réservé, mais sa gentillesse était évidente. Il serra ma main fermement et dit dans un anglais prudent « Merci de rendre mon fils heureux, Daniel. » Le dîner était prévu pour le samedi soir chez nous. Nous passâmes tout le vendredi à tout préparer. Matteo cuisinant des plats siciliens traditionnels que sa mère lui avait appris, tandis que j'essayais d'aider sans trop gêner. Ma mère arriva le matin avec des sacs de nourriture cachère, déterminée à contribuer au menu. « Daniel, mon chéri, » dit-elle, inspectant les préparatifs de Matteo avec approbation. « Penses-tu qu'ils aimeront mon kouglof aux pommes ?»« Maman, impossible qu'ils n'aiment pas. Et regarde, » dis-je en pointant Maria qui était dans la cuisine, expliquant à Matteo les secrets de sa sauce tomate, « la signora Rossi enseigne des recettes à Matteo. Vous deux avez plus en commun que vous ne le pensez. » En effet, observer les deux mères était fascinant. Malgré la barrière de la langue, elles communiquaient par des sourires, des gestes et ce langage universel des mères qui veulent nourrir correctement leur famille. Lorsque l'heure du dîner arriva, notre table était un spectacle. Des plats juifs et siciliens côte à côte, une fusion culturelle qui semblait symboliser parfaitement notre union. Mes parents arrivèrent à 7 heures précises. Mon père dans son meilleur costume et ma mère dans une robe neuve qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. Le moment de la première rencontre fut légèrement tendu, tous souriant poliment tout en naviguant les différences culturelles. « Giuseppe Maria » dit mon père formellement. « C'est un plaisir de vous rencontrer en personne. »« David! Raquel !» s'exclama Maria, ignorant complètement la formalité et enlaçant mes parents chaleureusement. « Familia! Siamo familia ora !» Giuseppe rit de la spontanéité de sa femme et offrit une bouteille de vin sicilien à mon père. « De notre vigne !» dit-il fièrement dans un anglais hésitant. La glace commença à se briser pendant l'apéritif. Matteo avait préparé une sélection d'antipasti qui impressionna visuellement, et ma mère apporta son célèbre houmous avec du pain pita. Les deux mères se retrouvèrent dans la cuisine, et bientôt elles riaient ensemble tout en échangeant des recettes à travers un mélange chaotique d'anglais, d'italien et de nombreux gestes. « Ah, Raquel !» disait Maria, goûtant le houmous. « Questo è delizioso. Tu m'apprends ?»« Bien sûr. Et tu peux m'apprendre cette sauce tomate qui sent si bon ?» J'observais mon père et Giuseppe découvrir une passion commune pour le vin et l'histoire. Giuseppe avait apporté des photos de la Sicile, et mon père était sincèrement intéressé à en apprendre davantage sur la culture italienne. « Palerme !» expliquait Giuseppe, montrant des photos de marchés colorés, très anciennes, grecs, arabes, normands, comme Amsterdam, non? Beaucoup de cultures ensemble. « Exactement !» approuva mon père, montrant des photos de l'Amsterdam historique sur son téléphone. Notre ville a aussi été construite par des gens venant de nombreux endroits différents. Au milieu du dîner, après que tout le monde se fut détendu avec le vin et la bonne nourriture, Maria posa une question qui changea complètement le ton de la soirée. « Daniel, Matteo, dit-elle, sa voix devenant plus sérieuse, pensez-vous à bambini, des enfants ?» Le silence qui suivit était chargé d'attente. C'était une question que Matteo et moi avions discutée en privé à plusieurs reprises, mais jamais devant les familles. Matteo prit ma main sur la table, un geste qui n'échappa à personne. « Maman, » dit-il doucement, « Daniel et moi en avons parlé. Nous voulons vraiment avoir une famille. Nous pensons à l'adoption. » Ma mère s'étouffa légèrement avec son vin, mais retrouva rapidement son calme. Mon père resta pensif, assimilant l'information.
Ce fut Giuseppe qui brisa le silence, sa voix rauque d'émotion. « Bambini hanno bisogno di amore », dit-il lentement. « Peu importe si papa est papa ou maman est papa. Ce qui compte, c'est l'amour. » Maria commença à pleurer, des larmes de joie coulant sur ses joues. « Si, amore est tutto. » À ma surprise, ma mère commença aussi à pleurer. « Des petits-enfants, » murmura-t-elle. « Vous nous donnerez des petits-enfants à aimer. » Mon père s'essuya discrètement les yeux. « Ce serait un honneur de vous aider dans ce processus. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi. » Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère d'acceptation totale et de planification optimiste. Les mères commencèrent immédiatement à faire des projets pour des chambres de bébés, tandis que les pères discutaient des aspects pratiques de l'adoption internationale. Mais le moment le plus touchant arriva lorsque nous servions le dessert. Maria se leva, prit une petite boîte dans son sac et me la tendit. « Daniel, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion, « ceci appartenait à ma nonna. Elle disait toujours qu'un jour je le donnerais à la personne qui rendrait mon fils le plus heureux. » J'ouvris la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une bague ancienne, simple mais belle, avec une petite pierre bleue au centre. « Signora Rossi », parvins-je à dire, complètement ému. « Je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as pas besoin de la porter maintenant, » dit-elle rapidement, voyant ma surprise. « Mais quand vous serez prêt, quand vous voudrez rendre cela officiel, questa e per voi. » Je regardais Matteo, qui était clairement aussi surpris que moi. Ses yeux brillaient, et il hocha la tête presque imperceptiblement. « Merci, » dis-je enfin, rangeant soigneusement la boîte. « Ça signifie beaucoup pour moi. Pour nous. » Le week-end passa à toute vitesse avec les parents de Matteo. Nous les emmenâmes découvrir Amsterdam, visiter la bijouterie de mes parents, et ils furent enchantés par la ville et par la manière dont elle était devenue notre foyer. La dernière nuit avant leur départ, nous étions tous réunis à nouveau dans notre appartement, cette fois pour un dîner plus décontracté. Les deux familles se comportèrent désormais comme des parents de longue date, les conversations coulant naturellement malgré les différences de langue. « Raquel, » dit Maria s'adressant à ma mère, « toi et David devez venir en Sicile. Je vous montrerai où Matteo a grandi. »« Nous serions ravis, » répondit sincèrement ma mère. « Et vous serez toujours les bienvenus ici à Amsterdam. » Giuseppe éleva son verre de vin. « Un toast, » dit-il dans un anglais prudent. « À la famiglia, per l'amore che non conosce confini, pour l'amour qui ne connaît pas de frontières. » Tout le monde leva son verre, et je sentis une vague d'émotion m'envahir. Je regardais autour de la table et vis non seulement nos familles individuelles, mais une nouvelle famille élargie, formée par l'amour et l'acceptation. « Et un toast, » ajoutai-je, levant mon propre verre, « à l'avenir que nous construirons ensemble. » Après que tout le monde fut parti ce soir-là, Matteo et moi restâmes sur le balcon de notre appartement, regardant les lumières d'Amsterdam scintiller dans l'obscurité. « Daniel, » dit-il, m'attirant plus près, « veux-tu vraiment tout ça? Le mariage, les enfants, toute cette vie traditionnelle? Avec toi? » répondis-je, me tournant pour lui faire face. « Je veux tout. Je veux me réveiller chaque jour en sachant que nous sommes une famille. Je veux remplir notre maison de rires d'enfants. Je veux vieillir à tes côtés en discutant de la décoration de la maison et en nous disputant sur qui a oublié d'acheter du lait. » Il rit, ce son merveilleux dont je ne me lassais jamais. Alors peut-être est-il temps de rendre cela officiel. Mon cœur s'arrêta un instant. « Matteo, Daniel Cohen, » dit-il, s'agenouillant là, sur le balcon, prenant ma main dans les siennes, « tu as complètement changé ma vie. Avant de te rencontrer, j'étais juste un homme créant de beaux espaces pour d'autres personnes. Avec toi, j'ai appris que l'espace le plus beau est celui que nous créons ensemble, rempli d'amour, de rire et de rêves partagés. » Des larmes commencèrent à couler sur mon visage, tandis qu'il continuait. « Je n'ai pas de bague maintenant, mais j'ai tout mon cœur. Veux-tu m'épouser? Veux-tu construire une vie ensemble, officiellement et pour toujours? »« Oui, » murmurai-je, le relevant et l'embrassant avec toute la passion que je ressentais. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Les mois suivants furent une explosion de planification et de bonheur. Nous décidâmes d'avoir une double cérémonie. Une cérémonie civile à Amsterdam pour officialiser notre union, suivie d'une célébration à Palerme pour inclure toute la famille élargie de Matteo.
La cérémonie civile fut petite et intime, tenue dans le même parc où nous avions eu notre première longue conversation. Nos familles immédiates étaient présentes, ainsi que quelques amis proches. Je portais la bague de la nonna de Matteo avec fierté, et il portait une alliance que nous avions choisie ensemble dans la bijouterie de mes parents. Daniel, dit-il pendant ses vœux, sa voix claire et pleine d'émotion. Je promets de t'aimer, non seulement pour l'homme que tu es aujourd'hui, mais pour l'homme que tu continues de devenir. Je promets de soutenir tes rêves, de partager tes joies et d'être à tes côtés dans tous les défis que la vie apportera. Matteo, répondis-je, parvenant à peine à parler à travers les larmes de bonheur, je promets d'être ton compagnon dans toutes les aventures, ton refuge dans toutes les tempêtes et ton plus grand soutien dans tous les rêves. Je promets de t'aimer complètement, honnêtement et pour toujours. Quand l'officiant dit « Vous pouvez vous embrasser », le baiser que nous partageâmes était chargé de promesses, de rêves et d'un avenir radieux devant nous. La célébration à Palerme, 3 semaines plus tard, fut totalement différente. Une véritable fête italienne avec musique, danse et assez de nourriture pour nourrir une petite armée. La famille élargie de Matteo nous accueillit à bras ouverts et mes parents s'amusèrent à essayer de suivre l'énergie sicilienne. « David !» criait l'oncle de Matteo, remplissant le verre de mon père pour la 5e fois. « Tu dois apprendre à danser la tarentelle !» Et à ma surprise et à mon amusement, mon père essaya vraiment, avec ma mère riant et applaudissant à ses côtés. 1 an après le mariage, nous reçûmes l'appel qui changea nos vies à jamais. L'agence d'adoption avait une enfant pour nous, une petite fille de 2 ans nommée Sophia, dont les parents biologiques ne pouvaient pas s'occuper. Elle a les cheveux châtain clair et de grands yeux, nous dit l'assistante sociale lors de la réunion. C'est une enfant joyeuse, malgré tout ce qu'elle a traversé. Voudriez-vous la rencontrer? Matteo et moi nous regardâmes, et nous n'avions pas besoin de mots. La réponse était dans nos cœurs depuis l'instant où nous avions entendu parler d'elle. Notre première rencontre avec Sophia eut lieu dans un parc à Amsterdam. Elle était petite pour son âge, avec des yeux curieux qui nous étudièrent attentivement avant d'offrir un sourire timide. « Ciao Sophia », dit doucement Matteo, s'agenouillant à sa hauteur. « Io sono Matteo. » « Et moi, je suis Daniel », ajoutai-je, m'agenouillant aussi. Elle nous observa un moment, puis pointa les fleurs dans le parc. « Jolie », dit-elle dans un anglais hésitant. « Si, molto bella », approuva Matteo. « Comme toi », ce fut le coup de foudre pour nous tous. Le processus d'adoption prit plusieurs mois, mais enfin, par une matinée ensoleillée d'automne, Sophia rentra officiellement à la maison avec nous. Nous avions transformé la chambre d'amis en la chambre de rêve d'une petite fille, avec des murs roses pâles, des meubles blancs et une collection de peluches que nos mères avaient commencé à accumuler dès qu'elles avaient su pour l'adoption. « Maison », dit Sophia, regardant autour de sa nouvelle chambre, et mon cœur se remplit d'une émotion que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Si, Piccola », dit Matteo, la prenant dans ses bras. « Maison, notre maison. » Les premiers mois avec Sophia furent une aventure. Elle parlait un mélange d'anglais et de néerlandais de l'orphelinat, et elle commença rapidement à ajouter des mots en italien lorsque Matteo lui parlait. Elle devint notre petite polyglotte, changeant de langue selon la personne avec qui elle parlait. « Nono David !» criait-elle lorsque mes parents arrivaient en visite, courant dans les bras de mon père, qui fondait complètement à chaque fois. « Nonna Raquel !» disait-elle à ma mère, qui apportait toujours des biscuits faits maison et des histoires à raconter. Quand les parents de Matteo vinrent la voir pour la première fois, Maria pleura tellement que Sophia s'inquiéta. « Nonna Maria triste ?» demanda-t-elle, touchant le visage de sa grand-mère italienne. « Non, bambina » dit Maria à travers ses larmes. « Nonna Maria molto felice » très, très heureuse. Giuseppe apprit à Sophia à dire « Ti amo, nonno » en italien, et elle répétait la phrase sans cesse, le faisant sourire à chaque fois. Observer Matteo en tant que père était l'une des choses les plus belles que j'avais jamais vues. Il avait une patience infinie, une créativité sans limite pour les jeux et les activités, et une manière de faire sentir à Sophia qu'elle était aimée et en sécurité qui m'impressionnait chaque jour. « Papa Matteo » dit-elle un jour, tirant sur sa chemise alors qu'il essayait de travailler à la maison. « Tu fais à manger ?»« Bien sûr, amore. Que veux-tu ? » « Des pâtes. Avec...
Elle fit des gestes avec ses petites mains. Des trucs rouges. La sauce tomate de Nonna Maria? Si, cria-t-elle, applaudissant. Et voilà Matteo partant en cuisine, Sofia sur ses talons, lui apprenant à faire la recette de son arrière-grand-mère. 2 ans après l'arrivée de Sofia dans nos vies, j'étais sur le balcon de notre appartement par une nuit d'été, regardant Matteo apprendre à notre fille à arroser les plantes qu'il avait suspendues partout. Sofia, maintenant âgée de 4 ans, bavardait sans cesse, mélangeant les langues d'une manière que seuls nous comprenions pleinement. « Ah, papa Daniel !» cria-t-elle, me voyant sur le balcon. « Regarde, j'aide papa Matteo. »« Je vois, Principessa, » répondis-je, descendant pour les rejoindre. « Quel beau travail !» Matteo me regarda par-dessus la tête de Sofia, avec ce sourire qui faisait encore battre mon cœur plus vite. « Heureux ?» demanda-t-il silencieusement. Je regardais autour de moi, notre appartement rempli de vie et de couleurs, notre fille riant tout en essayant de ne pas se mouiller les pieds avec le petit tuyau, mon mari avec de la terre sur les mains et de l'amour dans les yeux. Je pensais à tout ce que nous avions traversé, les peurs, les incertitudes, les défis familiaux, les nuits blanches des premiers mois avec Sofia. Plus que je n'aurais jamais imaginé possible, répondis-je honnêtement. Ce soir-là, après avoir couché Sofia, un processus impliquant au moins 3 histoires, 5 berceuses et d'innombrables baisers de bonne nuit, Matteo et moi nous assîmes sur notre canapé, enfin dans le silence. « Daniel, » dit-il, sa tête posée sur mon épaule, « parfois je me pince pour m'assurer que tout cela était réel. »« Je sais exactement ce que tu veux dire, » répondis-je, passant mes doigts dans ses cheveux. « Il y a 5 ans, je vivais une vie qui n'était pas la mienne, essayant d'être quelqu'un que je n'étais pas. Et maintenant, je vis une vie qui dépasse tous les rêves que j'ai jamais eus. » Il s'écarta pour me regarder, ses yeux verts brillant dans la lumière douce du salon. « Ça n'a pas été facile, » dit-il pensivement. « Il y a eu des moments où j'ai pensé que c'était peut-être impossible, que nous étions trop différents, que nos familles ne s'adapteraient jamais. Mais elles se sont adaptées, lui rappelai-je. Ta mère appelle maintenant la mienne toutes les semaines pour échanger des recettes. Mon père planifie d'ouvrir une succursale de la bijouterie à Palerme pour avoir une excuse pour rendre visite à tes parents plus souvent. Nous rîmes ensemble, pensant à la manière dont nos familles s'étaient entrelacées, de façon que nous n'aurions jamais imaginé possible. Et Sofia, poursuivit Matteo, elle nous a tant appris sur l'amour inconditionnel, sur la manière dont une famille peut se former de n'importe quelle façon, tant qu'il y a de l'amour au centre. J'acquiesçais, pensant à notre fille dormant dans la chambre d'à côté, probablement en train de rêver des histoires que nous lui avions racontées sur des princesses courageuses et des dragons gentils. 5 ans plus tard, nous étions de retour dans la galerie où nous nous étions rencontrés, cette fois avec Sofia, maintenant âgée de 7 ans, courant entre les œuvres d'art avec l'énergie d'une enfant qui se sentait chez elle partout. « Papa Daniel, papa Matteo !» cria-t-elle, s'arrêtant devant la même œuvre de Mondrian où tout avait commencé. « C'est la peinture des lignes de la ville. »« Exactement, Amore, » dit Matteo, s'agenouillant à ses côtés. « Tu te souviens de l'histoire de comment papa Daniel et moi nous sommes rencontrés ici? »« Si. Vous regardiez cette peinture et vous avez commencé à parler d'art, et puis vous êtes tombés amoureux, et puis vous m'avez adopté, et maintenant nous sommes une famille, » dit-elle d'un seul souffle, comme toujours quand elle était excitée. « Exactement, » dis-je, la prenant dans mes bras. « Et sais-tu quoi d'autre? »« Quoi? Dans quelques semaines, tu auras un petit frère pour partager toutes ces histoires. » Ses yeux s'écarquillèrent. La seconde adoption avait été approuvée la semaine précédente. Un garçon de 3 ans nommé Lucas, qui nous avait volé le cœur dès la première rencontre. « Vraiment? Vraiment, vraiment !» cria-t-elle, attirant les regards amusés des autres visiteurs de la galerie. « Vraiment, vraiment !» confirma Matteo, alors qu'elle sautait de mes bras pour enlacer ses jambes. Plus tard ce soir-là, après que Sofia se fut endormie en parlant sans arrêt de tous les jeux qu'elle apprendrait à Lucas, Matteo et moi retournâmes dans notre cuisine, là où tout avait commencé dans ce prologue qui semblait dater d'une autre vie. « Café ?» proposa-t-il comme il le faisait tous les matins. « Toujours » répondis-je, comme je le faisais toujours. Mais cette fois, lorsqu'il s'approcha avec ce sourire qui faisait encore battre mon cœur plus vite, lorsque ses lèvres trouvèrent les miennes dans ce baiser familier qui n'avait jamais perdu sa magie.
Je sus que nous étions exactement là où nous devions toujours être. Pas à la fin de notre histoire, mais au milieu. Avec 2 enfants dormant dans la chambre d'à côté, 2 familles devenues une, et un amour qui avait prouvé être plus fort que n'importe quelle tradition, préjugé ou obstacle. « Ti amo, Daniel Cohen Rossi », murmura-t-il contre ma bouche. « Et je t'aime, Matteo Cohen Rossi », répondis-je, ressentant une gratitude si profonde qu'elle en était presque douloureuse. Car parfois, quand on s'y attend le moins, dans une galerie d'art par un après-midi pluvieux, on trouve non seulement l'amour de sa vie, mais toute une vie d'amour, une vie qui s'étend à travers les cultures, les langues, les traditions et les rêves, créant quelque chose de totalement nouveau et de totalement parfait. Et parfois, c'est exactement ainsi que les plus belles histoires d'amour doivent se terminer. Pas avec une fin, mais avec un nouveau commencement, une nouvelle page blanche attendant d'être remplie de plus d'amour, de plus d'aventures et de plus de moments de pur bonheur. Notre amour avait trouvé son chemin à travers toutes les barrières, et maintenant, enfin, il y avait de l'espace pour grandir sans limite. Fin. Et ainsi se termine le voyage de Daniel et Matteo, une histoire qui prouve que le véritable amour trouve toujours un chemin, peu importe les obstacles qu'il rencontre sur son passage. Merci d'avoir suivi cette saga en 3 parties sur la famille, l'acceptation et le pouvoir transformateur de l'amour. Quelle partie a le plus touché votre cœur? Était-ce le moment où Daniel a enfin trouvé le courage de vivre sa vérité? Le dîner où les familles se sont rencontrées? Ou peut-être l'arrivée de Sophia et la formation de cette famille magnifique et unique? Laissez vos commentaires sur ce qui vous a le plus ému dans cette histoire. Vos mots et réactions font toute la différence et m'inspirent à continuer à créer des histoires qui célèbrent l'amour sous toutes ses formes. Continuez à suivre pour d'autres histoires qui touchent le cœur et célèbrent la diversité de l'amour humain. À la prochaine aventure romantique.